Merci pour cette invitation. Oui, alors je vais parler de Théodule Ribot, de l'évolutionnisme, de Darwin, mais aussi d'un autre évolutionniste dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, ou très peu, j'ai entendu le nom en passant, c'est de Spencer. Alors comme naturaliste évolutionniste, Charles Darwin a été un des savants les plus influents qui a contribué dans une certaine mesure au développement de la psychologie scientifique. Son influence a en fait surtout été marquante sur la psychologie américaine naissante de la seconde moitié du XIXe siècle. En effet, les psychologues fonctionnalistes américains se sont réclamés de lui en maintes occasions, tels James Mark Baldwin, tels Frank Angell. Et l'œuvre évolutionniste de Darwin, en fait, est bien à l'origine de la psychologie comparative et de la psychologie développementale. Mais cette influence a été plus indirecte sur la psychologie scientifique française, qui s'est plus appuyée sur l'évolutionnisme de Herbert Spencer, qui lui-même a pris appui sur l'œuvre de Lamarck, que sur l'évolutionnisme de Darwin, comme on peut le constater en s'intéressant justement à l'œuvre du fondateur de la psychologie scientifique française, Théodule Ribot, qui a été professeur au Collège de France entre 1888 et jusqu'en 1901, dans une chaire de psychologie expérimentale et comparée. Alors Théodule Ribot fut le premier en France, et très probablement le premier au monde, à qui on est confié, dès 1888, une chaire de psychologie. La psychologie nouvelle dégageait des considérations métaphysiques qui étaient chères aux philosophes de l'époque, avait enfin droit de citer en France au sein d'une structure académique liée à l'enseignement supérieur. Alors si la Sorbonne et les universités françaises en général, avaient été méfiantes face au développement de l'orientation scientifique de la psychologie, le Collège de France avait pris acte de l'émergence de la nouvelle discipline qui était cultivée à l'étranger, notamment par des philosophes et par des physiologistes, dont les plus en vue étaient certainement Wilhelm Wundt en Allemagne et William James aux États-Unis. Alors, le Collège de France avait ainsi décidé de promouvoir son principal représentant en France, mais Ribot va être en compétition directe avec un autre personnage, peu connu aujourd'hui, mais très apprécié dans les milieux philosophiques de l'époque, Henri Joly. Alors, grâce à l'appui d'Ernest Renan, cette chaire a été le résultat de la transformation d'une chaire existante, qui était la chaire de droit de la nature et des gens, qui avait été créée en 1774, et qui avait été laissée vacante par le départ à la retraite de son titulaire, le philosophe cousinien Adolphe Franck, qui d'ailleurs avait été remplacé pour ses cours depuis 1886 par le philosophe Henri Joly. Alors la transformation et le titre même de cette nouvelle chaire avait été longuement discuté au cours d'une séance de l'Assemblée des professeurs du Collège de France qui s'était tenue le 4 décembre 1887. La chaire a été transformée, le titre de la chaire a été transformé, et le titre exact de la chaire qui a été retenu était le suivant: Psychologie expérimentale et comparée. Alors celui qui va insister d'abord pour le maintien, mais sans succès, du titre de la chaire existante, droit de la nature et des gens, puis pour l'adoption du nouveau titre de la chaire, psychologie expérimentale et comparée, était Charles Lévesque. À l'époque, il s'agissait d'un influent professeur de philosophie au Collège de France, philosophie grecque et latine, chaire qu'il détenait depuis 1861. Donc face à Ribot, les philosophes du Collège de France avaient un candidat tout désigné, toujours le même, Henri Joly, lui aussi un philosophe de l'école spiritualiste. Je vous avais dit qu'il était
suppléant de Franck, d'Adolphe Franck, à la chaire de droit de la nature et des gens, mais aussi il était un spécialiste dans le champ de la psychologie comparée depuis sa thèse sur l'instinct qu'il avait soutenue en 1869. Il était aussi connu pour ses travaux sur la comparaison entre l'homme et l'animal, réalisés durant les années 1870, et il était connu pour ses enseignements sur le sujet à la Sorbonne entre 1881 et 1883. Alors, cependant, de son côté, Ribot, lui, pouvait également se prévaloir d'être un spécialiste dans ce domaine, notamment avec sa thèse sur l'hérédité psychologique, qu'il a soutenue en 1873, mais aussi avec ses travaux ultérieurs dans le champ de la psychologie pathologique. En particulier, je cite, je parlerai ultérieurement d'un de ses ouvrages les plus fameux sur les maladies de la mémoire. Alors Henri Joly avait adopté la méthode héritée du philosophe fondateur de l'école spiritualiste éclectique française, Victor Cousin, qui fut pendant de très nombreuses années la figure emblématique de la philosophie française de la première moitié du XIXe siècle. Alors, sous son règne académique, la psychologie fut considérée par les philosophes universitaires français comme étant à la base des études philosophiques. Cette psychologie, cependant, ne présentait pas un caractère scientifique, et elle ne s'appuyait pas, elle s'appuyait sur une méthode qui était la méthode d'introspection, tout en négligeant les avancées scientifiques de l'époque. Dans la préface de ses fragments philosophiques de 1826, Cousin va exprimer pour la première fois avec le plus de netteté sur la psychologie en soulignant, je cite, « Rentrer dans la conscience et en étudier scrupuleusement tous les phénomènes, leurs différences et leurs rapports, telle est la première étude du philosophe. Son nom scientifique est la psychologie. La psychologie est donc la condition et comme le vestibule de la philosophie. » Bon, ainsi, la psychologie est antérieure à la métaphysique. Et durant toute sa carrière, Victor Cousin va accorder une importance primordiale dans toute spéculation philosophique à la méthode psychologique, c'est-à-dire à l'étude de l'acte conscient, s'analysant dans l'observation intérieure et se saisissant synthétiquement par l'intuition réflexive. Mais Cousin n'a jamais voulu développer une psychologie indépendamment de la philosophie. C'est un autre philosophe, un ami de Cousin, et qui appartenait à la même école de pensée. Il se séparait d'ailleurs de celui-ci sur ce point capital, que la psychologie n'est pas seulement une méthode qui sert de base à la métaphysique, mais qu'elle était véritablement la seule science philosophique. Alors ce personnage, c'est le philosophe Théodore Jouffroy, qui est généralement considéré comme le fondateur officiel au XIXe siècle de la psychologie spiritualiste française. Alors c'est au sein de cette école éclectique, dirigée par Victor Cousin, que Jouffroy va se charger de développer la psychologie et d'en donner une définition à laquelle les philosophes spiritualistes du XIXe siècle vont se rallier. Cette définition, c'est que la psychologie est la science des faits de conscience. Alors, au cours des années 1860, les principaux représentants du spiritualisme éclectique se trouvent parmi les professeurs des universités et les membres de l'Institut, l'Académie des sciences morales et politiques. Parmi les plus actifs avocats de cette école, il y avait deux professeurs de philosophie à la Sorbonne, Paul Janet et Helme Caro. Et au Collège de France se trouvaient aussi deux autres représentants éminents de cette école spiritualiste, Adolphe Franck, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et dont Ribot va prendre la suite, et Charles Lévesque. Alors au moment où Joly et Ribot sont tous deux étudiants à l'École normale supérieure, au début des années 1860, on commence à parler en France de la nouvelle théorie de Darwin dans les milieux littéraires et scientifiques. Quelques mois, l'ouvrage de Darwin paraît en novembre 1859 et quelques mois plus tard,
en avril 1860, la Revue des Deux Mondes en donne une longue analyse sous la plume d'un publiciste, Auguste Logel. C'est cet ancien polytechnicien, ingénieur des mines, futur chroniqueur au quotidien Le Temps et un écrivain distingué, bien connu des philosophes et des scientifiques de son époque, qui va assurer la publicité du savant anglais au cours des années 1860. Alors, comme cela a été dit tout à l'heure, c'est en mai 1862 que paraît la première traduction française de l'ouvrage de Darwin. Cette traduction a été réalisée par Clémence Royer, d'après le texte de la 3e édition anglaise de 1861. Et la longue préface de la traductrice a fait scandale à l'époque, car elle y donnait une interprétation assez personnelle de l'ouvrage, où pointait des idées positivistes, eugénistes et même antireligieuses, qui fut d'ailleurs condamnée par Darwin lui-même. Donc le public français était ainsi en mesure de juger la théorie de Darwin d'après le texte même de l'auteur. Alors à partir de cette époque, les éditeurs français vont s'intéresser aux écrits de Darwin. Notamment, c'est un éditeur, Charles Reinwald, qui va diffuser en traduction française l'œuvre du savant naturaliste anglais. D'ailleurs, l'image et la réputation scientifique de cette maison d'édition, Reinwald, va surtout s'appuyer sur la thématique de l'évolutionnisme. Il sera notamment l'éditeur pour les traductions françaises des éditions successives ultérieures de l'origine des espèces, d'abord en 1873 avec un nouveau traducteur, puis en 1876 avec un nouveau traducteur aussi, sur les 5e et 6e éditions anglaises, c'est-à-dire les dernières éditions du naturaliste anglais. Alors on doit également à cet éditeur, Reinwald, les traductions de 2 autres ouvrages qui ont particulièrement intéressé les psychologues, c'est-à-dire son livre sur la descendance de l'homme et celui sur l'expression des émotions, qui ont été traduits respectivement en 1872 et 1874. Alors, parmi les philosophes influents de l'époque, c'est certainement Paul Janet, qui était le philosophe en chef à la Sorbonne. Son nom est peu connu aujourd'hui, mais à l'époque, il s'agissait d'un personnage très important. Et c'est lui qui va donner, dans son ouvrage sur le matérialisme contemporain, en 1864, une première présentation des vues de Darwin et une première série de critiques sur la théorie de l'évolution du point de vue philosophique. Alors, il va s'appuyer sur le texte de la récente traduction française par Clémence Royer, et il va souligner, je cite, que la sélection naturelle n'est pas suffisante pour faire varier les espèces. Alors, il ne conteste pas le principe de la sélection naturelle, ou plutôt l'élection naturelle, comme ça a été dit tout à l'heure. Le terme élection était utilisé en traduction plutôt que le terme sélection. Et il ne contestait pas non plus le principe de la concurrence vitale, mais pour lui, ces 2 principes ne doivent pas agir dans le sens de celui qu'annonce Darwin. D'ailleurs, ces 2 principes, pour Janet, agissent beaucoup plus dans le sens de la conservation de l'espèce que dans le sens de sa modification. Alors, Henri Joly, celui-là même dont je vous ai parlé, et qui sera opposé à Ribot 20 ans plus tard pour la chaire de psychologie au Collège de France, s'interrogera en 1869, lors de sa thèse de doctorat, sur la validité de la théorie de l'évolution en traitant des liens entre l'instinct et l'intelligence. Joly va soutenir l'existence d'une différence de nature et non une différence de degré entre l'instinct et l'intelligence. Pour lui, contrairement à ce que pensent les évolutionnistes, l'intelligence humaine n'est pas le produit de l'instinct. Il n'existe aucune continuité entre l'instinct et l'intelligence, et il va tenter de le démontrer sur la base d'une argumentation philosophique basée sur cette méthode d'introspection, mais aussi sur quelques faits qu'il a récupérés dans les écrits des évolutionnistes de son époque. L'année suivante, en 1870, l'Académie des sciences morales et politiques va mettre au concours la question de la psychologie comparée,
de l'homme et de l'animal. Donc elle prend acte, l'Académie des sciences morales et politiques, de l'importance de cette question, et ce pour la philosophie. Alors, le président du concours, c'est Charles Lévesque. On va retrouver les mêmes personnages ici. Celui-là même qui, 17 ans plus tard, en 1887, va soutenir Joly contre Ribot pour cette chaire de psychologie expérimentale et comparée. Alors c'est d'ailleurs Joly qui sera le grand gagnant de ce concours, qui se fera en 2 étapes, la dernière en 1876, avec son mémoire qui sera publié l'année suivante, en 1877, sous la forme d'ouvrage qui a pour titre « Psychologie comparée, l'homme et l'animal ». Le but de l'ouvrage et donc du mémoire qui avait été présenté l'année précédente avait été de discuter du darwinisme psychologique. Joly le dit le présente dans son livre et dans son mémoire. Dans ce livre, Joly repousse la méthode évolutionniste et combat l'idée d'une évolution psychologique régulière de l'animal à l'homme. Il reprend d'ailleurs les idées de sa thèse de 1869 en soulignant d'abord, premièrement, que l'animal n'a que des instincts sans intelligence et que l'homme n'a que de l'intelligence sans instinct. Deuxièmement, que l'instinct suffit à expliquer toutes les actions de l'animal. L'intelligence, par contre, est toujours représentée chez l'homme. En 1887, donc l'année même qui vit la confrontation de Joly et Ribot pour la chaire de psychologie expérimentale et comparée au Collège de France, Lévesque va présenter une seconde édition remaniée du livre de Joly, issu donc de son mémoire de l'Académie des sciences. Il va présenter ce livre dans le Journal des savants. Dans sa revue critique, il loue les qualités de l'ouvrage de Joly et souligne l'importance de la psychologie comparée. Et il dit, d'ailleurs, il s'agit de l'une des sciences les plus actives de notre temps. Il insiste aussi sur l'importance de l'ouvrage en écrivant que, je cite, « Si ce livre manquait, la psychologie de notre temps présenterait une lacune ». Alors, en accord avec l'auteur, Lévesque souligne que l'intelligence n'est pas sortie, et il se répète, comme le pensent les représentants de l'école darwiniste, des transformations successives des espèces vivantes. L'intelligence de l'homme, en fait, ne provient pas de celle de l'animal. En 1870, Ribot fait paraître son premier livre en tant qu'auteur, qui porte sur la psychologie anglaise de l'époque. Le livre débute par une longue introduction qui est un manifeste pour une psychologie nouvelle. Il critique dans cette introduction la psychologie spiritualiste de son temps, qui est donc représentée par Paul Janet, par Hélène Caro, par Charles Lévesque, par Adolphe Frank en particulier, et montre qu'ailleurs, en Angleterre notamment, une nouvelle psychologie est en train de se développer. Et son objectif est en fait de présenter l'œuvre de certains psychologues associationnistes anglais, dont John Stuart Mill, Herbert Spencer et Alexander Bain. Pour Ribot, la psychologie doit exister à côté et en dehors de la philosophie et se constituer comme science autonome et expérimentale. Elle doit avoir une méthode propre, la méthode objective, qui est en fait l'expérience entendue au sens le plus large et non pas seulement l'expérience intime ou introspection. Donc il ne rejette pas la méthode subjective, mais il dit c'est la méthode objective qui doit prévaloir. Et de fait, la psychologie doit en fait absolument s'écarter de la métaphysique. D'ailleurs, la métaphysique, ça a toujours été l'ennemi de Ribot. La psychologie scientifique, selon Ribot, qui doit se développer, doit contenir, premièrement, une psychologie générale, centrée sur l'étude des phénomènes de conscience,
Deuxièmement, une psychologie comparée, car l'idée de progrès, d'évolution ou de développement est devenue prépondérante dans les sciences qui ont objet le vivant, et Ribot souligne bien ça. Et troisièmement, une psychologie pathologique, car pour lui, l'étude des déviations est utile pour la compréhension complète des phénomènes psychologiques. En s'appuyant sur la psychologie anglaise, Ribot admet que l'état psychologique d'un individu n'est pas seulement le résultat de ses expériences personnelles, il est également le résultat des habitudes qui ont été transmises par les générations antérieures. C'est l'évolutionnisme psychologique. Donc au plan psychologique, il y a une part d'inné, car c'est l'espèce qui fait les expériences et qui transmet ultérieurement aux individus des prédispositions. Donc chacun y concourt en même temps que chacun subit l'influence de tous ceux qui ont précédé. Alors parmi les psychologues anglais, c'est Herbert Spencer qui va avoir sur Ribot une influence déterminante. Alors dès 1852, donc bien avant la publication par Darwin de son ouvrage sur l'origine des espèces, Spencer est déjà un ardent critique des créationnistes. Il écrit ainsi, je cite, « Certaines personnes repoussent d'un air cavalier la théorie de l'évolution, parce que les faits à l'appui ne sont pas suffisants. C'est trop oublier qu'à l'appui de leur théorie à elles, il n'y a pas un seul fait. » Donc il adopte en fait les idées transformistes de Lamarck et souligne, je cite, que toute espèce existante, animale ou végétale, si le milieu vient à changer, se met sur champ à modifier sa structure de façon à s'accommoder à ces nouvelles conditions d'existence. Donc, empruntant à Lamarck le concept de progrès, il l'explique par le passage d'une structure homogène à une structure hétérogène. Alors, cette loi du progrès organique est la loi de tout progrès pour Spencer. Le développement de la Terre, de la vie sur la surface de la Terre, le développement de la société, tout cela suppose la même évolution qui va du simple au complexe, par des différenciations successives. Spencer, d'ailleurs, constate que l'hétérogénéité la plus flagrante se présente chez l'homme. Pour lui, la loi du progrès, l'évolution, est bien le passage de l'homogène à l'hétérogène. Alors à l'époque, les théories évolutionnistes de Darwin et de Spencer étaient souvent confondues, ou au mieux n'étaient généralement pas considérées comme très différentes l'une de l'autre. Pourtant, l'approche de Darwin était typiquement une approche de type scientifique et de nature inductive, contrairement à celle de Spencer, qui était plus de nature spéculative et déductive. Darwin et Spencer, si on compare leurs deux théories, reconnaissent tous deux l'existence de deux causes de l'évolution organique, l'hérédité des caractères acquis et la sélection naturelle. Cependant, ils diffèrent quant au poids relatif à accorder à l'importance de chacun de ces deux mécanismes, Darwin privilégiant l'évolution organique, la sélection naturelle, et Spencer, l'hérédité des caractères acquis. Ribot adhère pleinement aux idées psychologiques de Spencer, qui n'établit pas de démarcation stricte entre les faits physiologiques et les faits psychologiques. Pour Ribot, comme pour Spencer, il existe un continuum entre le biologique et le psychologique. De plus, les phénomènes psychologiques les plus complexes sortent des phénomènes les plus simples. Ainsi, la ligne de démarcation qu'on trace communément entre l'instinct et la raison n'existe pas. Il s'oppose donc aux philosophes spiritualistes français, notamment à Henri Joly. Les phases successives du développement des phénomènes psychologiques complexes sont les suivantes, selon Spencer, mais aussi Ribot. On a l'action réflexe, l'instinct, et de là, de l'action réflexe et de l'instinct, et des instincts,
sortent d'une part les manifestations cognitives, la mémoire, la raison, et d'autre part les puissances affectives, le sentiment et la volonté. Donc l'intelligence humaine représente en fait la forme la plus aboutie des phénomènes psychologiques conscients. En 1873, Ribot va présenter à la Sorbonne sa thèse sur la question de l'hérédité psychologique. Il s'agissait d'une problématique nouvelle à l'époque, jamais traitée dans le cadre des thèses en Sorbonne, ni d'ailleurs par la philosophie académique française. Alors déjà, dans son livre de 1870 sur la psychologie anglaise, 3 ans auparavant, Ribot avait écrit, je cite, « Les études sur la transmission héréditaire, considérées au point de vue psychologique, sont destinées à jouer un grand rôle. Un grand nombre de faits psychologiques ont leur source dans la transmission héréditaire. » La thèse de Ribot sur l'hérédité psychologique va être présentée devant un jury en Sorbonne, où on va retrouver toujours les mêmes protagonistes, en particulier les 2 grands philosophes de la Sorbonne et académiciens, Paul Janet et Helm Caro. L'axiome qui domine la thèse de Ribot, c'est qu'au plan psychologique, l'hérédité est la règle, et la non-hérédité est l'exception. L'hérédité psychologique est une tendance plutôt qu'une loi, selon Ribot, car il y a des exceptions. Et enfin, l'hérédité psychologique est expliquée comme étant l'effet constant de l'hérédité physiologique. C'est la base physiologique de la psychologie que défend ici Ribot. Le climat autour de la thèse est en fait assez lourd à l'époque. Dans une lettre à son ami Espinasse, datée de mars 1873, il écrit, je cite, « Je crois t'avoir écrit qu'on fait de ma soutenance une affaire d'État. On avait parlé de me faire passer presque à huis clos, c'est-à-dire sans annonce préalable. En effet, l'événement est assez médiatique et pose problème aux philosophes universitaires en place. On trouve de nombreuses chroniques dans les journaux à cette époque. Alors, le principal critique, c'est Helm Caro, qui est l'un des membres les plus actifs du jury. Et parmi les nombreux exemples d'hérédité qui sont rapportés par Ribot dans sa thèse, selon Caro, on trouve de nombreux cas douteux. Et lors de sa soutenance, Ribot se défend et il répond que l'hérédité mentale est indiscutable quant à la transmission des aptitudes les plus générales. Caro insiste dans ses critiques en arguant que l'hérédité n'exerce pas dans le monde psychologique une si grande part que Ribot veut bien faire croire. D'ailleurs, Caro souligne que le contexte environnemental joue un rôle bien plus important. Et il s'appuie en particulier en contrastant les écrits de Galton et de Candolle sur cette question. Et réagissant en philosophe spiritualiste, Caro admet l'existence d'une force personnelle, le moi, la volonté, qui déborde l'hérédité physiologique et psychologique. Alors, lors d'une présentation orale de l'ouvrage de Ribot, issu de sa thèse de 1813, à une séance de l'Académie des sciences morales et politiques, Caro reproche encore à l'ouvrage et à Ribot de trop agrandir l'action de l'hérédité et d'en appeler sans raison à la loi de l'évolution. Il dit, je cite, « L'esprit de l'auteur est peut-être supérieur à son œuvre ». Ce à quoi Adolphe Franck renchérit en poursuivant la discussion sur le contenu de l'ouvrage de Ribot en disant qu'il n'y a d'hérédité nulle part. Et il dit, je cite, « De l'œuvre de M. Ribot, il ne reste que le talent. Quant à la théorie, elle est fausse en tout point. » Point final. Alors, on se rappelle qu'en 1810, Ribot considérait qu'outre une psychologie générale, une psychologie comparée, la psychologie scientifique devait contenir une psychologie pathologique. Car l'étude des déviations et des maladies permettait également de comprendre les phénomènes psychologiques normaux. Alors c'est ainsi que Ribot va inaugurer au début des années 1880 une nouvelle approche scientifique de la psychologie en s'appuyant sur la théorie de l'évolution. S'il y a progrès, évolution, il peut également se produire ce qu'il nomme des régressions, une involution, notamment
lors des maladies ou lors des traumatismes. Alors, pour Ribot, l'étude des maladies mentales est très utile à la psychologie et elle est très propre à résoudre bon nombre de questions psychologiques. Alors, pour établir la validité de sa méthode, il va d'abord s'attacher à l'étude de la mémoire humaine. Il reprend d'ailleurs la distinction qui a été établie par Spencer entre une mémoire consciente de type psychique et une mémoire inconsciente de type organique. Et dans la lignée de la pensée évolutionniste, il affirme que la mémoire résulte d'un progrès de développement par lequel l'instinct, c'est-à-dire une mémoire organisée et inconsciente, se compliquant de plus en plus, se perd finalement dans des formes plus élevées d'action psychique, c'est-à-dire la mémoire consciente, les souvenirs. Donc la mémoire n'est plus considérée comme une faculté mentale, comme l'entendent les spiritualistes de l'époque, elle devient une fonction biologique inconsciente. Et avec les maladies, l'amnésie par exemple ou la démence, la mémoire consciente est d'abord affectée car un processus d'involution se met en œuvre. On a vu que Ribot a été très influencé par la psychologie évolutionniste de Spencer. Pour ce dernier, l'évolution suit une marche ascendante qui va des centres nerveux inférieurs, les plus simples, les plus automatiques, mais aussi les mieux organisés, vers les centres nerveux supérieurs, les plus complexes, les plus volontaires, mais aussi les moins bien organisés. Et les maladies organiques sont des régressions, c'est-à-dire le résultat de dissolution ou d'involution qui a pour conséquence un retour aux formes les plus simples, les plus automatiques et les mieux organisées. Ainsi, en prenant l'exemple de la mémoire, pour Ribot, la mémoire est une fonction biologique qui a évolué, c'est la perspective évolutionniste, et où un continuum existe qui va de la mémoire biologique, c'est-à-dire la mémoire des actions, les habitudes, vers la mémoire psychique, c'est-à-dire la mémoire des représentations, les souvenirs conscients. Dans l'amnésie, c'est la mémoire psychique, les souvenirs récents, qui est celle qui disparaît en premier à cause de la mise en œuvre de ce processus d'involution ou de régression. Et avec donc cette méthode pathologique, Ribot étudiera par la suite d'autres grandes fonctions mentales, notamment la volonté en 1883, la personnalité, l'attention en 1889. Alors c'est cette œuvre qui prend appui sur la théorie évolutionniste qui va permettre à Ribot d'être reconnu en France et à l'étranger comme un psychologue éminent de la nouvelle génération. Le Collège de France, d'ailleurs, reconnaîtra en lui le représentant le plus autorisé pour cette chaire de psychologie expérimentale et comparée du Collège de France. Alors, malgré l'opposition manifeste des philosophes spiritualistes, au sein même des comités, au Collège de France et à l'Académie des sciences, qui lui préférait un de ses représentants, Henri Joly. En conclusion, Ribot fut le fondateur et le représentant le plus éminent de la nouvelle psychologie française, par l'importance de ses ouvrages et de son enseignement, de ses ouvrages, parce que la plupart de ses ouvrages vont être traduits en diverses langues, par les contacts aussi qu'il a su établir à l'époque avec les grandes figures de la psychologie de son temps, notamment avec William James aux États-Unis et Wundt en Allemagne. Ribot est aussi celui qui a adopté un nouveau cadre paradigmatique qui a fait la spécificité de la psychologie française. Il s'est appuyé sur la théorie de l'évolution de Spencer, plus particulièrement. Il a expliqué les phénomènes psychologiques complexes au moyen des phénomènes physiologiques simples et il a adopté la méthode pathologique qui est une méthode dérivée de cette théorie de l'évolution en mettant en avant ce concept d'involution qui lui a servi pour développer une psychologie pathologique qui a fait école par la suite. Je vous remercie de votre attention.